Eh oui, mesdames et messieurs, il chante à nouveau. Oui, le coq de la matinale chante. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie pour le renouveau de Matin Bonheur. Nouvelle saison, saison 2, en ce lundi 6 novembre. Attention, bonne nouvelle. Nous avons désormais 3 personnes pour présenter cette émission. N'est-ce pas, mademoiselle Amani? Bonjour Marco, quel bonheur de vous retrouver. Bonjour chez vous également. Et oui, nous serons 3 puisque Fatim DJ est évidemment des nôtres. On la découvrira dans quelques instants. Sommaire très intéressant aujourd'hui. Marco l'a dit, nous reprenons la saison avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme et un grand bonheur de vous retrouver. Mais avant, Miss JJ, vos vacances, elles ont été? Déjà, bonjour à Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison numéro 2 de Matin Bonheur. Vous nous avez sacrément manqué. Mes vacances, ça a été. J'étais au village, en famille. À Taïragué? Non, à Paris. J'étais à son village. Taïragué, c'est pour bientôt. Déraciné, enfin. Et Marco, vous avez été de quel côté? Moi, j'étais chez moi, naturellement, à la Riviera. Et Eva, on sait où elle était? Chez moi, à Béoumi, tout simplement. C'est ça. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver avec Kadi Fadiga, rédactrice en chef, et puis Christelle Akoussa Soro Félicité, qui cette année encore vont finaliser la féminisation de tout ce qui est technique et gestion de cette émission. On va commencer par... Le sommaire, bien évidemment, Marco, vous parliez à l'instant de féminisation pour parler de femmes d'honneur. Nous en recevrons une aujourd'hui, une invitée exceptionnelle qui hisse haut le flambeau de la Côte d'Ivoire sur les pistes les plus prestigieuses. Elle sera en notre compagnie dans quelques instants. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez une belle idée de notre invitée du jour. Et puis, vous le savez, malheureusement, nous a quitté ce week-end une grande écrivain ivoirienne, Regina Yaou. On a connu sa plume, on a connu bien évidemment sa bibliographie. Malheureusement, elle n'est plus des nôtres et nous avons eu le grand plaisir de la recevoir la saison dernière après le prix qu'elle avait reçu au SILA. On lui rendra donc hommage ici sur ce plateau en compagnie du président des écrivains de Côte d'Ivoire. Et puis en fin d'émission... Oui, en fin d'émission, on aura de très bonnes choses. Ah oui, économie, bien sûr. Comme tous les lundis sur Matin Bonheur, je sais que vous êtes en notre compagnie depuis la saison dernière, donc vous connaissez un tant soit peu les jours des chroniques. Et puis bien sûr, les fondamentaux autour de l'information. Nous aurons le JT, nous aurons bien évidemment la revue de presse et la titrologie. Et pour commencer, j'espère que vous avez fait du sport pendant ces congés. Parlons de sport, comme vous le constatez, Eva a fait énormément de sport. Elle a fait vraiment du canoë, du développé couché. En tout cas, vraiment, elle a fait beaucoup de sport. La preuve, et également Fatim, qui est très sportive. Mais franchement, pour Eva, ça se remarque un peu plus. Ça se voit d'ailleurs. Allez. On démarre avec la gym, c'est signé coach Fabrice. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Eva, bonjour Marco, je suis ravi d'être en votre compagnie après de longues vacances. Alors j'espère que vous avez passé de super moments. Nous c'est la rentrée et pour cette rentrée on va faire un peu de renforcement musculaire avec un bâton. Si vous n'avez pas de bâton chez vous, utilisez juste un manche à balai. Je suis accompagné pour ce faire de Rosemary à ma droite et de Stéphane à ma gauche. Donc on part directement pour les échauffements si vous êtes prêts. Allez, on fléchit légèrement les jambes là et on enroule les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on remonte. On tend le bras gauche. Allez, la main droite, essaie d'aller toucher. On tire. 1, 2, 3, 4. On part de l'autre côté. On tend le bras droit. On se couche. Allez, on tire. 1, 2, 3, 4. Super. Allez, on part là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait de légers squats. 1, 2, 3. On fait des quarts de squats. 5, 6, 7, 8. On finit avec des talons aux fesses là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, super. Allez, on prend les manches à balai. Là. Le premier mouvement que nous allons faire, on part des cuisses bien haut. 1, 2, 3, 4. Le manche à balai s'arrête au niveau du regard. En haut. Allez. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Allez, on reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tend le manche à balai. On tend les bras, ok, et on ramène là. 1, 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on fait plus petit. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, le prochain mouvement. On tend les bras. On met le manche à balai carrément dans le dos. Là. Et on pousse. 1, 2, 3. Super, on continue. 4. Plus bas, Rosemary. 5. 6. Super. 7. Bravo, Stéphane. 8. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on fait 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super, on fait passer le manche à balai devant, ok. Et là, on rapproche les bras pour attraper le centre du manche à balai et on lève bien les coudes. 1, 2, 3, 4, super, 5, 6, 7, 8, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, soufflez à chaque fois. 6, 7, 8, allez plus petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on lève bien les coudes. 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, super. Alors, je sais que c'est la reprise, mais j'espère que vous réussissez à bien faire ces mouvements chez vous à la maison. Ok, n'hésitez pas à prendre de petits temps de repos dès que vous sentez des douleurs et puis repartez tout juste après pour ne pas que vous deveniez trop froid. Dernier mouvement, on va lever les bras en 2 temps, comme ça. 1, ok. Allez, Rosemary, Stéphane, comme c'est parti, allez chez vous. Allons-y. 1, 2, 3, allez, un peu de courage. 4, 5, super. 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, super. 4, Rosemary, les bras restent bien tendus. 5, 6, 7, 8, ok, super. Alors, c'est la reprise, donc on part tout doucement, ok, avec ces mouvements aujourd'hui. Avec ce bâton qui nous ont permis de travailler les trapèzes, les épaules. Donc répétez ce mouvement chez vous ce soir par exemple. Et nous on vous donne rendez-vous demain pour cette fois-ci travailler en douceur le bas du corps. Oui, il est 6h05 partout en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Je rappelle que c'est la reprise donc, des matinales Matin Bonheur sur RTI 1 en direct et en intégralité. Les fondamentaux, vous le savez, depuis l'année passée déjà, on a la gym, mais aussi et surtout l'information avec maintenant la titrologie. Et elle est là, toujours là, oui, Timfa du 9-2. On y va. Voici les titres de ce mercredi 6 novembre 2017. Fraternité Matin s'intéresse à Alassane Ouattara, le chef de l'État qui va présider dès demain la signature de l'accord du don du Millennium Challenge Corporation pour la Côte d'Ivoire. Et le journal rend aussi hommage à l'écrivaine Regina Yaou, décédée vendredi, dont parlait Eva tout à l'heure. Pour le jour, Alassane Ouattara récolte les fruits de sa gestion à Washington, d'où son déplacement. Et le quotidien évoque aussi l'altercation entre les pro-Afine-Guessant et les pro-Sangaré aux funérailles de Dé Niaou. Comme quoi, en politique, même les morts ne reposent pas en paix.
L'intelligent d'Abidjan revient sur l'autre sujet de cette fin de semaine, c'est la rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Alors je reviendrai longuement dessus lors de la revue de presse. Le journal nous fait des révélations sur cet échange sans images ni déclaration officielle. Soir Info aussi s'intéresse aux pannes, décidément, et fait des révélations sur son réseau. Et on apprend aussi à la une du journal que ce que le député Méambli est allé faire pour la 4e fois à La Haye. C'est à lire donc dans Soir Info. Notre Voix, le journal de l'opposition, titre Guiglo et l'Ouest replonge dans la violence. Le préfet et le sous-préfet font des révélations à ce sujet. Et puis l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique s'intéresse aussi au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et titre La forteresse Soro. Vous allez certainement le voir apparaître à l'image, à la une du journal. Et non, ce n'est pas la bonne une, cette fois-là c'est Mohamed VI que l'on voit. Allez, on finit avec le magazine Allo Police qui consacre sa une et aussi un dossier à l'intérieur du journal spécial à la drogue. Près de 60% des élèves en consomment. Je m'attarderai dessus aussi lors de la revue de presse. C'est quasiment un problème de santé publique. Allez, je vous retrouve juste après le journal pour le détail de plusieurs de ces articles. À tout à l'heure. Merci Fatim. Alors parlons justement de santé publique. On va se rendre à présent à Tiapoum. C'est une belle commune située donc à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire. Quelque part entre Adiaké, Aboasso et Assini. Vous connaissez Tiapoum? Oui, il y a la bonne nourriture là-bas. C'est un pays à Caen, je crois. Exactement. La très bonne nourriture, comme on aime. Et puis quand on mange, on est très rassasié comme quelqu'un sur ce plateau, n'est-ce pas? Et Tiapoum est également appelé village de la fraternité. On s'y rend, on parle de santé publique parce qu'il y a une chasse aux moustiques qui est instituée. On regarde. La fumée blanche au-dessus des toitures de la ville de Tiapoum n'est pas une fumée de cuisine, encore moins celle d'un feu de brousse. C'est un puissant insecticide pulvérisé ici par les agents applicateurs de l'Institut national d'hygiène publique. L'objectif est de traquer les moustiques partout où ils se trouvent. Ce soir-là, aucun recoin de la ville n'est épargné. Rue, domicile, bordure de lagune, tout est soumis à la rigueur de l'insecticide. Il faut dire que la fumée est un mélange du solvant et puis de la caotrine. La caotrine, c'est une formulation de la détaméthrine. C'est exclusivement toxique pour les moustiques et les autres insectes rampants et volants. La fumigation terminée, l'opération dite de démoustication ne l'est pas pour autant. Après la fumigation, une autre étape, la destruction physique des nids de moustiques, les gîtes larvaires. Tu me piques, moi je dors pas, tu es un salaud. Tu suces mon sang, tu amènes dans les yeux. Les retenues d'eau, il faut les chercher partout, même dans la végétation environnante. Quand il y a une pluie, l'eau, ces bananes recueillent facilement l'eau. Et ces moustiques-là viennent prendre des œufs et se développent au bout de quelques temps. Et donc, ça constitue aussi les gîtes. Donc, il faut les traiter pour éliminer les larves de moustiques. Pendant 5 jours, la méthode du programme national de lutte contre le paludisme a été la même. Destruction des gîtes larvaires le matin et fumigation le soir, pour ne laisser aucun répit à l'agent vecteur du paludisme. Alors cette campagne, il y a plusieurs étapes. La première étape consiste à sensibiliser les populations à l'effet de reconnaître les endroits où les moustiques se reproduisent. Et ensuite, nous procédons à la destruction de tous ces endroits-là, la destruction physique et la destruction chimique. Une Côte d'Ivoire sans paludisme d'ici à 2030. La détermination du gouvernement ivoirien apparaît clairement dans cette opération. Opération qui va couvrir toutes les régions du pays durant cette année 2017. Alors, je rappelle que Guillaume Zéré sera avec nous. C'est notre fouineur sur le terrain. Il sera là pour nous donner un peu les pulsions, les vibrations, tout ce qui rythme la société ivoirienne avec des reportages croustillants, bien sûr, avec l'assentiment et le choix vraiment très professionnel de notre rédactrice en chef, Kadi Fadiga. J'ai failli dire Kadhafi, c'est le surnom sympathique qu'on lui donne, parce qu'elle manie donc, bien sûr, toute cette équipe avec beaucoup de dextérité et de poigne. Merci en tout cas d'être avec nous. Eva, les moustiques
c'est un véritable problème dans notre pays. Il y a des régions, des quartiers vraiment très célèbres par rapport aux moustiques. Exactement. Et il faut faire très attention, on le sait. Les moustiques sont vecteurs de nombreuses pathologies. La plus connue, bien évidemment, c'est le paludisme. Il faut faire très attention, détruire donc les nids de moustiques, éviter les eaux stagnantes dans nos maisons, vider tout récipient pouvant contenir de l'eau. Là, aujourd'hui, par exemple, il a plu ce matin et un petit bol oublié, il est vite rempli. Et ensuite, on a des larves. Donc, il faut faire très attention, ne pas hésiter à pomper des insecticides, comme on dit. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est la chanson Moustique. Ça nous a rappelé le bon vieux temps. Oui, en 64, Marco, vous n'étiez pas né quand on faisait la fête sur cette chanson. Ah, vous vous souvenez aussi de ça? Oui. Je rappelle, vous êtes de 90, normalement, Pas du tout. Allez, petit déjeuner, j'espère que vous avez mangé. Nous, franchement, pas du tout. Raison pour laquelle, parfois, quand on est à cette rubrique, on est un peu aigri. Mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause, bien sûr. Si vous êtes très heureux chez vous et que vous mangez, les photos donc des petits-déj sélectionnés vont s'afficher dans quelques secondes sur votre petit écran. Je rappelle que c'est Christelle Akoussa qui signe la réalisation de cette première avec, bien sûr, le soutien de Soro. Félicité. Voilà, les deux sœurs de la réalisation. Alors, nous avons cette image. Oh là là. Alors, du pain, de l'avocat et puis... Alors, je vois mal de loin, Marco, est-ce que le pain, c'est de la loco, hein? Ah ben, disons, c'est un mélange auquel j'aurais absolument pas pensé. Aloco, avocat et du pain. Avocat, pain. Ça nous vient de Miss Manuela Quadio qui est à Cocody. Wow. Mais est-ce que le pain est reconnu par l'OMS? La forme du pain, est-ce que c'est un pain? Je pense qu'il est plié. Est-ce que c'est un pain homologué? C'est l'occasion pour nous de vous rappeler que vous pouvez partager avec nous vos petits-déj. Il suffit tout simplement de les prendre en photo comme Miss Manuela vient de le faire et de partager avec nous votre repas du jour sur nos réseaux sociaux, donc la page Instagram, le compte Facebook et bien sûr le compte Twitter. Et va regarder la deuxième image. Ouh là 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 là. Des haricots? Vous qui avez beaucoup faim ces temps-ci. C'est des haricots. Haricots, oulala. Avec trois petits pains. Sur le côté. Alors, moi, je ne suis pas très fan de haricots. Hein. Mais, ça nous vient de M. Sissé Bakary du côté de Katiola. On salue tous ceux qui nous regardent par ailleurs donc, de l'intérieur. Exactement, et surtout à Katiola d'ailleurs. Vous êtes friand de haricots? Bah oui, ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle mon enfance. Vous vous souvenez des pains que les dames aiment vendre aux abords des écoles? En général, il y a toujours haricots. Hein. Ah oui. Il y a des boulettes de viande, pain maca. Et ça a énormément de vertus au niveau de la nutrition. Hein. Franchement, ça fait du bien. On a l'impression parfois que c'est bourratif, mais il y a beaucoup de vitamines quand même. Ça permet de tenir, croyez-moi, toute la journée. En général, c'est la nourriture, comme on dit, des travailleurs de force. Hein. Bien souvent, vous allez voir qu'aux alentours des docks, les dockers, par exemple, mangent beaucoup de haricots à midi avec du riz, notamment. Parce que, comme Marco l'a dit, c'est plein de fer, plein de vitamines. Et puis, ça permet d'avoir de beaux muscles pour travailler ensuite. Et vous, par exemple, c'est quoi votre plein de vitamines? Comment Eva Amani prend son petit déjeuner le matin? Alors là, sur le petit déj, je suis absolument pas glamour. Hein. Absolument pas, c'est le bon vieux garba national. Voilà, je suis friande du garba, mais par contre, je ne mange que les... Ah, Marco, je mange que les dimanches. Ah là 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 là. Ça, c'est... Bon, alors, ça, c'est un petit déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un dîner, c'est polyvalent. C'est un repas polyvalent, c'est l'un des plats préférés de Christelle Akoussa. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, plein feu, banane bouillie. Et omelette. Ah là 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 là. Alors là, c'est un délice. C'est un délice. Rajoutez des piments verts frais découpés. Et vous, alors franchement... Mettez-vous dans un coin de la cuisine, loin des enfants ou bien des invités. Franchement, félicitations à l'internaute qui nous envoie cette photo parce qu'on sent que vous connaissez la vie, vous connaissez les bonnes choses. Franchement, on peut vous confier les rênes de Matin Bonheur. Ah oui, non mais parce qu'on sait que vous connaissez les bonnes choses. Le repas du matin est très important, le petit déjeuner est très important parce qu'il nous donne un peu le là de tout ce qui va se passer. Mangez bien le matin parce que celle qui arrive maintenant, elle contrôle vraiment son alimentation. C'est l'une des fiertés de notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est elle qui va être donc notre invitée au niveau sport. Mesdames, mesdemoiselles, Marco, il faut qu'on l'applaudisse. Elle ne peut pas rentrer comme ça. Nous allons applaudir la championne, la gazelle Gouvreau, Marie-Josée Talou. Marie-Josée Talou est des nôtres. Elle s'installe. Est-ce que je peux me permettre? Pardon, je ne peux pas trop me déplacer. Comprenez, hein, comprenez. Marie-Josée Talou. Vous allez vous installer juste à la droite de Monsieur Marco. Voilà. Okay.
Voilà, Marie-Josée Talou qui est avec nous, qui est un peu la marraine de notre saison. Bonjour. Bonjour Marie-Josée. Alors dans quelques instants, on va prendre langue avec vous, juste le temps de réinstaller le micro. Ouais. On saura notamment ce que vous mangez le matin, comment est-ce que vous vous préparez, comment est-ce que vous avez réussi à devenir cette championne internationale, vice-championne, j'ai failli dire vice-présidente du monde. Alors, du monde de l'athlétisme. Vice-championne du monde. On saura donc comment vous avez réussi cet exploit-là et puis toute la préparation qui va avec. Le temps pour nous de vous rappeler que nous rendrons hommage sur ce plateau, bien évidemment, à Regina Yaou, on l'a dit, qui nous a quittés malheureusement ce week-end. Et puis, on parlera économie. Il sera question de gestion des PME en fin d'émission. Ce sera à partir de 7 h dans la thématique. Parlons de gestion, justement. On va parler de gestion des PME, ça sera à la fin. Mais maintenant, comment elle gère sa carrière? Comment elle vit son épanouissement? Comment elle vit tous ses succès? Comment elle vit ses médailles, ses nombreuses médailles qui s'accrochent, qui s'arriment à son cou et à son parcours? Marie-Josée, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, moi je suis un fan. Franchement, au-delà du présentateur, je suis un fan. Félicitations. Merci. Pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Félicitations. Alors, Merci. petite question bête pour commencer. Vous mangez quoi le matin? Waouh. J'ai pas pour habitude de manger les matins. Ah oui? Oui, en fait, c'est un peu difficile. Et mon coach, des fois, il me dit, mais il faut quand même prendre un petit truc pour aller à l'entraînement. D'autres fois, je prends juste des petites céréales, histoire de mettre quelque chose dans mon ventre. Sinon, le matin, c'est difficile pour moi de manger. Et bien évidemment, j'allais dire, vous faites beaucoup de sport. C'est déjà votre passion exactement. et c'est votre métier également. Exactement. Ça permet de tenir la forme. Alors, Marie-Josée Talou, quand on vous a sur un plateau, la question évidemment qu'on a envie de vous poser, c'est si vous deviez définir votre carrière jusque-là en un mot, qu'est-ce que vous diriez? Waouh. Jusqu'à présent, on me pose la question, j'essaie de trouver les mots justes. Mais je peux dire que je suis une source de bénédiction en ce moment. D'accord. Parce que ma carrière, comme tout le monde sait, elle a commencé difficilement et après, c'est une grâce en tout cas que je sois à ce niveau et que j'ai tout ce que j'ai en ce moment. Et là, j'ai pas de mots en tout cas. À chaque fois qu'on me demande de décrire, j'arrive pas à décrire parce que je dis j'ai pas encore le mot exact. Mais là, quand je vous vois comme ça, je me dis, mais voilà une fille lambda, une dame lambda, mais mon Dieu, quelle boule d'énergie. Quel destin. Alors, est-ce que quand vous êtes sur la piste, c'est un peu comme les présentateurs hein, sur les spotlights, vous n'êtes pas influencé par les noms, les Daphne Shippers, comment vous faites? Parce que j'imagine un stade, ça n'a rien à voir, je m'excuse, ça n'a rien à voir un stade en Pays Gouro. Je veux dire, il y a 100 000 personnes. Est-ce qu'il y a des stades en Pays Gouro là? Il y a 100 000 personnes, votre famille, peut-être les gens qui sont vos proches, au minimum 10 personnes. Mais comment on fait pour transcender et en plus pour être sur le podium? Mon Dieu. Faut dire, déjà dans les débuts, j'avais peur. Mais depuis un certain temps, je me suis dit que ces filles-là, elles avaient les mêmes capacités que moi. Donc, quand j'arrive sur ma piste, je regarde les gens, je me dis, bon, tiens, allons courir, comme on le dit. Et voilà, elles n'ont pas plus que moi parce que nous sommes tous des filles, nous avons tous cette capacité. Et si elles sont arrivées à ce niveau-là, c'est parce qu'elles ont travaillé. Moi aussi, j'ai bossé avant d'arriver, donc voilà. Et puis, on court, quoi. Moi, j'ai pas peur, en tout cas. Alors, quand on va à votre palmarès aujourd'hui, on pourrait se dire que tout a été facile, évidemment. Ce n'est pas le cas, vous venez de le dire. Il y a eu des blessures, il y a eu des moments de doute, il y a eu des manques de financement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à vivre? Surtout le manque de financement, parce que les blessures étaient toujours là. Depuis ma carrière a commencé, j'ai toujours des petits bobos. Mais c'est plus le manque de financement parce que je me dis que s'il y avait tous ces moyens-là, on aurait pu éviter les blessures que j'ai eues parce que j'ai pas eu de kiné, j'ai pas eu beaucoup de choses à côté au niveau du staff médical au fait. Donc c'est ce qui était un peu difficile. Sinon après le reste, on arrivait à gérer, même quoi que c'était difficile, mais on arrivait à gérer. Mais c'est plus le côté financier. Vous pensez à un moment que vous avez été négligé? Beaucoup. Sous-estimé? Beaucoup. Et là, par qui? On va dire par tout le monde. Tous ceux qui devaient accompagner en tout cas. Tous qui devaient accompagner. Mais là maintenant c'est entré dans l'ordre. Mais là oui, là ça va. On vous voit un peu partout sur les affiches, vous êtes icône de pas mal de marques, etc. Oui. Félicitations pour ça. Pour parler de manque de financement, d'ailleurs, vous avez eu plusieurs bourses qui vous envoyaient un peu aux quatre coins du monde. Par quel pays vous êtes passé? Déjà, il faut dire, je ne suis pas passée par beaucoup de pays, mais j'ai fait la Chine, j'ai fait 3 ans en Chine. C'était une association entre le ministère des Sports de Côte d'Ivoire et celui de la Chine.
Et j'ai fait 3 ans en Chine. Après, quand je suis revenue, voilà, j'ai eu une bourse pour aller à Dakar. Ça, c'était pas le ministère, c'était d'autres personnes qui m'avaient aidé à avoir cette bourse. Après, le CNO m'a quand même aidé pour pouvoir continuer là-bas à Dakar. Et après, bon, après les JO, c'est fini, quoi. Donc, le regard des gens a changé par rapport à vous, vos amis, vos proches. On vous considère un peu plus maintenant. Il y a une victoire, c'est une victoire aussi sur la vie, on va dire. Exactement. Mais mes proches, ils ont toujours cru en moi, en tout cas. Ceux avec qui je parlais tout le temps, mes amis, ils ont toujours cru en moi. Et aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour eux parce qu'ils savaient de quoi j'étais capable. Mais je pense que c'est ceux qui ne croyaient pas en moi, ceux qui ne me connaissaient pas aujourd'hui qui sont étonnés. Ils se disent, mais attends, elle vient d'où? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là? On ne pensait pas qu'une personne qui s'entraînait déjà en Afrique pouvait avoir ce potentiel-là. Alors, justement, pour prolonger la question de Marco, c'est vrai qu'on ne vous connaissait pas beaucoup, mais dès qu'on vous a découvert, je pense que le public ivoirien vous a tout de suite adopté parce qu'on vous sent vrai, on vous sent proche des gens, on vous sent authentique. Et quand vous sortez dans la rue aujourd'hui, bien évidemment, vous êtes médiatisé, tout le monde vous connaît. Quel est l'accueil que les Ivoiriens vous font? Faut dire maintenant, c'est pas évident de sortir, même aller au marché. C'est pour ça qu'on vous invite tôt. Parce que je me rappelle, il y a une semaine de cela, je suis allée au marché parce que je devais cuisiner avec ma petite sœur. J'ai mis une casquette. Je me suis habillée de telle sorte que vraiment, ils ne me reconnaissent pas. Et la vendeuse de poissons m'a regardée. Je me suis dit, c'est toi. Je suis partie même à l'aéroport, mais je n'ai pas eu le temps de te voir. Donc vraiment, il faut te dire que tu es un exemple pour nous qui ne croyons pas beaucoup à l'avenir de nos choses. Pour nous qui voulons baisser les bras très tôt et tout. Et moi, ça m'a fait plaisir. Elle m'a dit, franchement, pardon, donne-moi ta casquette en cadeau et tout. Et j'en ai ma casquette, je lui ai donné. Bon, vous étiez à découvert maintenant. Justement, à découvert. Et j'ai dû m'asseoir après pour ne pas que les gens vraiment viennent m'envahir parce que j'étais partie pour un marché. Il fallait que je fasse mon marché pour partir. Donc, j'étais assise et ma petite soeur a fait le marché. Mais c'est pas évident, en tout cas, de sortir à chaque fois. On te dit, mais c'est talent. Regardez. Là, vous pensez à quoi? Là, qu'est-ce qu'on a dans votre tête là? Vous vous dites quoi? Il faut que j'aille avoir ma médaille parce que ça fait longtemps que je la cherchais en tout cas. Ça fait longtemps que je la cherchais depuis 2016 où j'ai pleuré. Et là, je me disais. Et ça s'est joué à peu, justement, très peu. Je me disais, j'avais pas droit à l'erreur. Je me suis entraînée pour. Et les championnats du monde, c'est chaque 2 ans. Je prouve que 2 années encore après, je pourrais avoir ce niveau-là. Là, c'est mon moment. Il faudrait que je... Non, mais là, quand on vous voit courir comme ça, c'est impressionnant. D'ailleurs, pour rigoler, il y a un tuto, vous savez, vous êtes très apprécié par les Ivoiriens, qui a mis sur Twitter. Marie-Josée Talou, je l'adore, elle court comme si elle poursuit un voleur. Justement, toute son énergie. Parlons de votre conversion. Vous voyez comment dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans après la carrière sportive, vous voyez comment? Vous avez déjà un plan de carrière? Non, pas encore. Je réfléchis. Mais je pense que je serai toujours dans le domaine du sport parce que je veux beaucoup aider ces personnes-là qui veulent exceller dans ce sport. Les aider à apporter mon petit grain de trucs. Donc, j'espère vraiment être cette personne-là qui pourra faire bouger un peu le truc, l'athlétisme en Côte d'Ivoire surtout. Alors, cette année, vous êtes notre première invitée de Matin Bonheur. C'est vraiment... Et on espère qu'on va avoir la carrière, Matin Bonheur va avoir la carrière aussi, des médailles. Un mot sur cette émission, un mot pour la RTI? Mais il faut dire que vous faites quand même un gros boulot parce que franchement, se réveiller le matin et venir faire ça. Moi, aujourd'hui là, je me suis dit, wow, comme vous faites, mais en tout cas, il faut vraiment aimer son truc pour pouvoir venir chaque matin, faire plaisir au moins aux téléspectateurs. Et moi, je vous dis bravo en tout cas. Merci. Et merci de toujours être là pour nous, les téléspectateurs, parce que sans vous, on s'ennuie, quoi. Donc, merci beaucoup. Franchement, Marie-Josée Talou, c'est un plaisir de vous avoir en honneur. On est fans, hein, Marco et moi, nous sommes carrément fans de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et puis, dernier mot pour la relève, parce que vous allez susciter des vocations. Vous suscitez d'ailleurs des vocations. Alors, pour ces jeunes filles-là qui voudraient s'y mettre, qui veulent se mettre à l'athlétisme, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel conseil donner? On leur dit déjà que c'est jamais trop tard pour réussir. Ça, c'est déjà ça. Et après, si elle veut faire ce sport-là, il ne faut pas qu'elle pense que vraiment c'était facile parce que moi, j'ai pas eu de cuillère en or dans ma bouche pour arriver à ce niveau-là, mais c'est à force de travail. Donc, il faut vraiment qu'elle se donne corps et âme pour pouvoir arriver à ce niveau parce que ça ne sera pas facile. Il y aura toujours des coups bas, c'est partout, c'est pas seulement que dans le sport. Donc voilà, qu'elle persévère en tout cas. Alors, dans mon oreillette, ma réalisatrice qui vous aime beaucoup demande, alors, il s'appelle comment votre petit ami? Non, ça c'est secret. C'est secret. Au moins, on sait qu'il existe. Dieu merci. Il existe, ouais. On lui fait un coucou et bon réveil. Vous avez quelque chose à lui dire ce matin? J'espère qu'il regarde la télé. Merci beaucoup, Marie-Josée Talou, telle qu'en elle-même, magnifique,
grande fierté de la Côte d'Ivoire. On salue tous ceux qui nous regardent de l'extérieur du pays, qui j'imagine donc sont très heureux de regarder cette grande championne, grande figure du monde de l'athlétisme au niveau international. Le journal, ce sera dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez lancer le journal comme si vous étiez une présentatrice? Wow. Ouais. Oui. Et le présentateur s'appelle Hamza Diaby. Diaby. Donc juste, je vous aide, vous dites juste, dans quelques Non, instants, le JT avec Hamza Diaby. Ok. Ok, allez-y. Regardez la caméra, Voilà. Celle-là, Ok. c'est la caméra 6. Attention, c'est parti. Donc, dans quelques instants, le JT avec Hamza Diaby. Voilà. C'est pas facile. Merci, Jean-Pierre. Le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, FEJA, se tiendra le 11 et 12 novembre 2017 au Palais de la Culture. Venez découvrir et participer à des tournois de jeux vidéo avec 8 millions de francs CFA à gagner, mais aussi des conférences, un marché de l'électronique, 2 concerts. Venez nombreux pour jouer aux derniers jeux vidéo dans notre salle géante. Tickets en vente sur www.feja.ci, à la FNAC, à la Librairie de France, chez Hassan et au Palais de la Culture. Infoline 07 90 80 80. Sponsor officiel Orange. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Au lever de ce jour, quelques passages nuageux sur le littoral et le sud forestier en début de matinée pourraient laisser très localement de faibles pluies. Toutefois, en cours de matinée, le ciel se dégagera progressivement sur la moitié sud du pays. Le nord sera surplanté par de petits nuages. Les températures au lever de ce jour, 25 degrés à Abidjan, Adiaké affiche 24, 23 degrés pour 4 villes, Bandoukou, Bouaké, Daloa et Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa et à Korogo, 22 degrés pour le Tompi, 23 à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et à Sassandra, 22 pour Tabou et 23 à Yamoussoukro. Cet après-midi, le soleil brillera généreusement sur l'ensemble du pays. Le mélange chaleur-humidité débouchera sur le développement de nuages relativement denses, parfois liés à la brise. Sur le littoral, le sud forestier et dans la bande centrale, ces nuages seront accompagnés de pluies parfois orageuses. Les températures de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Diaké. La région du Gantougo affichera 33, 32 degrés pour Bouaké, 34 à Daloa et à Dimbokro, 33 degrés pour la région du Go, 35 à Korogo, 33 degrés pour le Tompi, la maximale de 35 relevée à Odiéné, 30 à San Pedro, 31 degrés pour Sassandra et Tabou et 33 à Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. À tous et à toutes, excellente journée. MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara est arrivé samedi aux environs de 19h heure locale, soit 23h temps universel, à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État y est pour prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire d'une valeur de 315 milliards de francs CFA. Notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Abolin.
Après le bond qualitatif qui la propulse désormais du 142e au 139e rang dans le cadre de Doing Business pour compter de l'année 2018, la Côte d'Ivoire est en passe d'obtenir un autre challenge, celui de son programme compact approuvé par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation. Cet accord de don de 315 milliards de francs CFA comme un autre défi à relever, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, arrivé ce samedi à Washington, aux États-Unis, en vue de sa signature, n'en est pas moins heureux. Les questions relatives à l'économie et aux finances sont maintenant du domaine du Premier ministre. Donc ce sont les premiers ministres d'un cas en son temps et Amadou Gon qui viennent souvent ici. Et moi je viens pour la cérémonie de signature du MCC, qui est quelque chose de fantastique pour notre pays. Donc je suis heureux de revenir à Washington, de voir les institutions de Bretton Woods et évidemment les autorités américaines. C'est un bon moment et j'en suis très heureux. Créé en 2004 par le gouvernement des États-Unis, le Millennium Challenge Corporation accorde des subventions et une assistance aux pays en voie de développement quand ceux-ci font généralement de la lutte contre la corruption, du respect des droits de l'homme et de la démocratie leurs chevaux de bataille. Et la Côte d'Ivoire, en cette matière de bonne gouvernance, a été citée comme un exemple. Reportage signé Jérôme Kofi Abolin. La 23e conférence des partis dénommée COP23 s'ouvre aujourd'hui à Bonn en Allemagne. La Côte d'Ivoire sera bien sûr présente à cette rencontre sur le climat. Mais avant l'événement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto, situe ici les enjeux de la COP et la participation de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Grace Kando. La Côte d'Ivoire est en route pour Bonn en Allemagne. Le pays sera représenté à la 23e conférence des partis dénommée COP23 du 6 au 17 novembre prochain. L'enjeu cette année est de s'accorder sur des mesures concrètes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015. La communauté internationale s'est engagée à formaliser au plus tard à décembre 2018 le manuel de mise en œuvre de cet accord de Paris sur le climat. Il sera donc discuté pendant cette COP23 la problématique du financement dans les différents pays. Ce plan d'action, naturellement, sera posé sur la table des négociations. Il nous faudra renforcer toutes les décisions prises à Marrakech à l'occasion de la COP22. La délégation ivoirienne sera forte de plus de 250 personnes. Elle sera composée, entre autres, de structures étatiques, du secteur privé et des organisations de la société civile. Il s'agira pour nous surtout de nous concentrer sur la problématique de la mobilisation des ressources, sous forme de partenariats techniques et financiers, donc avec tous nos partenaires. Nous avons également la problématique du financement de tous nos projets structurants pour un développement résilient et sobre en carbone. Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons organisé à 2 reprises des rencontres avec toutes les parties prenantes à l'effet d'avoir une démarche cohérente et de nous permettre donc de revenir en Côte d'Ivoire avec de très bonnes nouvelles pour le pays. Le séjour de la délégation ivoirienne sera aussi mis à profit avec des rencontres B2B. La ministre Anne Désiré Ouloto souhaite l'implication de toutes les parties prenantes au cours de cette COP23. L'Abissa 2017 bat son plein. Dans le cadre de l'Abissa Tour, un gala de bienfaisance a eu lieu samedi à Grand-Bassam pour la lutte contre le cancer du sein, en présence du maire de la cité balnéaire. Cette 6e édition a vu la participation de plusieurs personnalités et je le rappelle, en tant que concept, l'Abissa Tour est un produit d'appel pour la destination Côte d'Ivoire. Patricia Oumouitia. Pour cette 6e édition, l'événement a attiré un parterre d'invités et des donateurs. Ils ont adhéré à la collecte de fonds pour servir au dépistage du cancer du sein. Plusieurs associations, notamment celle des cadres Nzima de Grand-Bassam, ont répondu présentes pour partager ce projet à caractère social. Le concept Abissa Tour est une plateforme de découverte sur le riche patrimoine culturel des Nzima Kotoko. Cette édition a été une édition très réussie par le nombre des participants, parce que déjà la journée des enfants, nous avons pu convoyer plus de 220 enfants à Bassam.
Et pendant le dîner gala, nous avons eu près de 300 convives, 300 participants. Ce produit permettra d'apporter un plus au développement de Grand Bassam. C'est une forme de tourisme de développement et nous comptons sur les uns et les autres pour pouvoir faire cette promotion-là. 6 ans après sa création, la Bissatour est en train de consolider sa position d'outil de promotion touristique. Nous sommes pratiquement à plus de 100 000 personnes. Les années qui vont venir seront dans ce tempo. Progressivement, nous allons avoisiner 150 000, 200 000 personnes. Dans 10 ans, vu l'état des choses, de cette progression, il sera de notre devoir de prévoir cela et prévoir effectivement l'accompagnement des opérateurs. Autour, on doit faire en sorte que économiquement et culturellement, tout le monde profite de la Bissa. À côté donc de ce fait culturel important qu'est la Bissa pour ce peuple nzema de Côte d'Ivoire, il y a donc la Bissatour également. Ce soir, c'est l'apothéose, je dirais. Au-delà donc du fait culturel de la Bissa, il faut que ceux qui viennent, effectivement, trouvent un moyen de pouvoir se divertir, rester sur place pour poursuivre donc la fête. Pour l'édition 2017 de la Bissatour, les festivaliers ont eu droit à des visites guidées et à des enseignements sur les faits culturels du peuple Nzima Kotoko. Et cette année, le Festibo, le Festival des danses traditionnelles du Bunkani, aura lieu du 29 novembre au 2 décembre prochain à Bouna. Le lancement de cette 5e édition a été fait vendredi dernier par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukone. Une édition qui a pour thème Femmes et développement local. Mamadou Kwasi. Du 30 novembre au 2 décembre prochain, la région de Bunkani va vibrer au rythme de ses valeurs culturelles, gastronomiques et touristiques, et ce à travers le festival des danses traditionnelles de Bunkani. Mais avant ce rendez-vous, un avant-goût de cette ambiance au lancement de ce festival dénommé le Festibo. Cette 5e édition du Festival des danses traditionnelles de Bunkani est placée sous le signe de la cohésion et du développement, d'où le thème Femmes et développement local. Le président du conseil régional de Bunkani, Hien Philippe, et le commissaire général du Festibo ont promis des innovations. Innovations pour promouvoir davantage le riche patrimoine culturel et touristique des peuples de la région de Bunkani. Nous aurons nos circuits touristiques d'habitude, mais cette année on change un peu parce qu'on traverse la frontière avec nos invités. On va au Ghana voisin pour montrer notre souci de vivre en harmonie avec nos voisins pour la paix dans la sous-région. Nous avons décidé cette année de faire une pause, de s'arrêter pour voir ce que nous avons fait ces 5 dernières années, ce qui a été bien fait, ce qui a parfait, ce qui a à reprendre, ce qui a à compléter. Et donc les troupes vont prester, mais il n'y aura pas de compétition en tant que telle, il n'y aura pas de vainqueur, donc pas de vaincus. Toutes les troupes sont gagnantes. La ministre Maria Toukone, marraine de cette édition, a félicité les fils et filles du Bunkani pour leur volonté à booster le développement de leur région à travers la culture. Elle a également saisi l'occasion pour exhorter le peuple de cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire à promouvoir davantage la cohésion et le vivre ensemble, malgré les divergences politiques. Je compte beaucoup sur le Festibo, car il est un canal pour véhiculer les valeurs de paix et de cohésion sociale. Comme le sport, la culture rassemble. Comme le sport, la culture rapproche. Alors, chers frères et sœurs de Bunkani, mettons-nous ensemble, malgré nos différences, pour bâtir nos régions, pour bâtir une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire forte. Le Festival des danses traditionnelles de Bunkani est à sa 5e édition. Une nouvelle édition qui va aborder plusieurs thématiques dont le développement durable avec le parc national de la Komoué et les campagnes de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille. Un rendez-vous culturel qui est en train de s'établir véritablement sur le calendrier culturel ivoirien. L'actualité internationale en bref. Fin de suspense en République démocratique du Congo. À l'issue d'un week-end de plénière, la commission électorale a annoncé ce dimanche 5 novembre la date des élections. Selon son président Corneille Nangaa, la présidentielle, les législatives et les provinciales se tiendront en décembre 2018. C'est ce qu'il vient d'annoncer devant la presse et les diplomates. 3 scrutins donc en une seule séquence. Au Togo, l'opposition appelle à de nouvelles
nouvelles manifestations dans les prochains jours alors que les interpellations continuent. 3 membres de l'association Nobweke ont été inculpés vendredi 3 novembre. Leurs avocats dénoncent les mauvais traitements subis en garde à vue. Le président catalan destitué Carles Puigdemont et ses 4 conseillers s'étaient livrés d'eux-mêmes dimanche matin 5 novembre à la police belge. Dans la soirée, la justice les a libérés sans caution mais sous condition en attendant la suite des procédures. Et puis, pour refermer ce journal, sachez qu'aux États-Unis, une fusillade a éclaté dans une église au Texas, à Sutherland Springs, ce dimanche 5 novembre. 26 personnes ont été tuées. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de l'État et 20 ont été blessés. Le tireur est lui aussi décédé après avoir tenté de s'enfuir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Merci à vous, Merci Mr. beaucoup. Diaby, qu'on a beaucoup de plaisir de le retrouver. à retrouver, bien sûr. Hein. Il nous avait manqué. Super bien. Mais c'est vrai qu'il était toujours en votre compagnie, c'est juste que nous, on n'était pas là pour... Toujours sanglé dans un bon constat au 13h. Bah oui, il a du oui. goût, le monsieur. Exactement. Alors, dans quelques instants, donc, on retrouve notre Fatim Djedje national et même international, on dira, après donc l'évocation de ces magnifiques vacances. Oui. On la retrouve tout de suite d'ailleurs pour sa revue de presse. Regina Yaou, décédée, vous le savez, vendredi. Et oui, Marcelin, l'écrivaine, donc s'est éteinte ce vendredi 3 novembre à 17h au CHU de Cocody. Alors, il est vrai qu'elle s'était plein de maux de tête durant toute la journée, mais personne ne s'attendait à une issue aussi fatale. Alors, c'est le monde culturel et bien sûr ses proches qui sont abasourdis. Elle avait reçu le prix du SILA 2016 et s'apprêtait à écrire la biographie en 2 tomes d'une grande personnalité ivoirienne. Qu'elle repose en paix. Ce matin, la presse s'intéresse au président de l'Assemblée nationale. Tout à fait, la rencontre entre le président de l'État, Alassane Ouattara, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, fait couler beaucoup d'encre, décidément. Notre voix nous apprend que ce n'était pas gagné d'avance pour le PAN, pour être reçu par le chef de l'État, qui aurait décliné l'offre pour cause d'un calendrier un peu trop chargé officiellement. Eh bien, que s'est-il passé entre-temps? Alors, selon l'article, et au dire d'une source proche du dossier, c'est la médiation de l'ancien chef de l'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui aurait donc permis cette rencontre entre les 2 hommes. Alors, ils ont échangé, même sur les dossiers fâcheux, vous le savez bien, à savoir les questions qui fâchent l'incarcération de Souleymane Kamaraté Koné, dit Soul to Soul, l'activisme des pro-Soro contre Alassane Ouattara et la mise au chômage des cadres proches de Soro depuis l'arrivée d'Amadou Gon Coulibaly à la primature. On va continuer d'évoquer le clan Soro avec Soir Info cette fois-ci, qui s'intéresse à son réseau. Ils étaient une 50aine à l'accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny lors de son retour le 22 octobre dernier. Alors il y a ceux qui l'accompagnent, fût-ce par intermittence depuis des années, Sindou Meïté, Alain Lobognon, Sidiki Konaté, Moussa Touré, Afoussiata Bamba Lamine ou encore Fatoumata Traoré Diop, et même le colonel Ouattao a tenu à être présent. Alors l'article détaille les réseaux du PAN. On y trouve des cadres de l'ancienne rébellion des Forces Nouvelles ou des vieux camarades de la FESI, mais pas que. C'est à lire dans Soir Info, vous verrez le détail de l'article. Allo Police consacre un dossier spécial à la consommation de la drogue. Tout à fait. Alors, en dépit de la prévention et surtout de la répression menée par les forces de l'ordre pour essayer d'endiguer ce phénomène, ce fléau même, on devrait dire, eh bien, rien n'y fait. La consommation augmente et surtout, les jeunes sont de plus en plus touchés. Lycéens, étudiants ou élèves, eh bien, ils sont près de 60% à être touchés. Alors, de l'avis de nombreux experts, la Côte d'Ivoire est devenue finalement la plaque tournante du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. On apprend dans l'article que la cocaïne est la drogue la plus prisée par les ouvriers, par les Ivoiriens, et non les ouvriers, et certains autres dérivés, bien sûr. C'est donc une question de santé publique. Et puis le président burkinabé s'est exprimé dans Jeune Afrique. Oui, tout à fait. Hier, Roch Christian Kaboré a exprimé son désir de voir la France extrader François Compaoré
le frère de l'ex-chef de l'État du Burkina Faso, qui est placé sous contrôle judiciaire en France dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Alors le timing n'est pas du tout hasardeux. En effet, Emmanuel Macron se rendra à la fin du mois même au Burkina Faso pour une visite d'État. L'occasion pour le président du Burkina Faso de réclamer aussi que Paris lève le secret défense sur ses archives concernant l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Et pour finir, vous connaissez Fatima, toujours un peu de légèreté, l'insolite. Et oui, tout à fait, une image va apparaître à l'écran. Alors, ce n'est pas celle-ci, bien sûr, et je vais essayer de vous faire deviner ce que c'est Marcelin et Eva. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Un poisson? Un poisson? Non. But d'igname? Non plus. Eh bien, décidément, tout le monde se trompe. Alors, ça se passe en Allemagne. Un octogénaire, en fait, a appelé la police disant avoir trouvé une bombe dans son jardin. Eh bien, vous le voyez, cette bombe n'est autre qu'une grosse courgette de 5 kilos. Vrai. Alors, vous voyez, même Eva et Marcelin se sont trompés. Donc, le monsieur n'a pas que des problèmes de vue. Eh bien, cette bombe ne risque pas d'exploser, si ce n'est dans nos assiettes. C'est donc une fausse alerte. Allez, je vous retrouve demain avec un grand plaisir. Bonne matinée à tous. Merci, plaisir partagé d'ailleurs. On vous retrouvera avec énormément de joie. Plaisir de courgettes. Plaisir de courgettes, elle est énorme cette courgette. Marco, j'aimerais qu'on revienne sur la consommation de drogue. C'est vrai que c'est un problème de santé publique, d'utilité publique. Il faut en parler parce que, comme Miss JJ le disait à l'instant, c'est un problème qui touche de plus en plus les jeunes. Dans les écoles, il y a toujours des fumoirs ça se crée de façon sporadique ou bien à longue durée. Il faut faire très attention. C'est là qu'on a besoin de la collaboration, surtout du personnel de l'éducation et aussi et surtout des parents. Exactement, il faut une attention de tous les instants. C'est vrai qu'il faut travailler pour gagner beaucoup d'argent et s'occuper des enfants, mais il faut passer du temps de qualité également, faire de la sensibilisation, parce que les enfants se laissent bien souvent influencer par des personnes qui ne devraient pas les influencer. On a tendance à penser que de l'herbe, etc., c'est pas vraiment de la drogue, mais si, c'est dit drogue douce, mais c'est de la drogue quand même. Et puis bien souvent, ça dégénère sur des choses beaucoup plus addictives et beaucoup plus dangereuses pour les enfants. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment précautionneux. Parce que de plus en plus, il y a une certaine précocité dans tous ces fléaux-là. Les gens s'y adonnent de plus en plus jeunes. C'est très, très important. Il faut s'y construire. Tout cela également, mesdames et messieurs, on l'a dit, on a cessé de le répéter tout au long de ce rendez-vous. La Côte d'Ivoire est en deuil culturellement en parlant avec, vous le savez, le décès depuis vendredi de Regina Yaou, l'une des plumes les plus alertes de la sphère culturelle de notre pays et même d'Afrique. Elle était connue dans de nombreux pays. Eva Amani ici peut en parler puisqu'elle a vraiment l'a reçue plusieurs fois dans son émission littéraire. Qu'est-ce que vous gardez, l'image que vous gardez d'elle? C'était une dame adorable, une femme, je l'ai reçue pas moins de 3 fois dans l'émission littéraire que j'avais sur RTI2, donc Entre les lignes. C'est l'auteur que j'ai le plus reçu, peut-être parce que je l'appréciais particulièrement et que ses œuvres étaient toujours d'une qualité inédite. Et on a eu à la recevoir ici, à Matin Bonheur, on verra les images. Oui. C'était une dame tellement gentille, on dira. Tout de suite, elle était vraie, elle était nature. Tout de suite, on accrochait avec elle. Et c'était le 2 juin 2017, dans la saison passée de Matin Bonheur, extrait d'un entretien qui restera toujours dans nos cœurs. Au-delà du fait que c'est une grande dame de la littérature, c'est la femme plurielle, la femme qui est d'une fécondité multiple, multiforme que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, native donc de Dabou. C'est une femme très prolixe qui écrit depuis 50 ans. Regina Yaou, bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. Et surtout, merci déjà de vous être levé tôt pour nous. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur, du fond du corps. Alors, 50 ans d'écriture, mon Dieu. La question est toute simple, peut-être naïve. Comment vous arrivez à renouveler l'inspiration? Je dis toujours que mon inspiration est d'origine divine. Parce que moi-même, je ne sais pas comment ça se passe, mais les idées viennent tout le temps et je dirais même n'importe comment parce que je ne vais pas avoir des idées pour 3 livres en même temps. Donc, ça vient de Dieu. Quel conseil donner à cette nouvelle génération de femmes-là qui peut-être parfois prennent la tête trop vite? Vous êtes homme, on vous a invité, vous êtes venu très tôt le matin, vous auriez pu refuser, vous venez d'avoir un prix, mais vous gardez toujours cette humilité-là. C'est quoi le secret? Est-ce que c'est subséquent à votre éducation, au fait que vous avez toujours été comme ça, vous vous êtes fixé des caps? Dites-nous tout et donnez-nous la clé de ce modèle de réussite que vous êtes. Moi, je dis toujours que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on peut toujours dire, bon, moi, je veux faire ci, je veux faire ça,
et puis ne pas y arriver. Mais je crois que c'est la grâce de Dieu. Une femme qui connaît le Seigneur connaît sa place aussi dans son foyer. Amen. On ne dit pas de se coucher pour que le monsieur marche sur vous. Mais il y a des façons. Ce n'est pas la peine de toujours... Il y a des femmes, quand vous arrivez chez elles, vous êtes gênés. Elles parlent à leur mari comme à un domestique. D'ailleurs, moi, je ne parle pas mal à mes domestiques et tout le monde est choqué. On dit, mais toi, tu prends tes domestiques comme tes enfants. Voilà pourquoi ils ne t'obéissent pas. Mais une femme, elle doit en imposer sans s'imposer. Dites tout, maman, dites tout. C'est bien. Et quand elle a touché le cœur de son mari, il est prêt à lui concéder tout ce qu'elle veut. Merci, madame. Tant que c'est dans les bonnes limites. Ce n'est pas la peine de crier sur votre mari ou bien de parler mal de lui aux gens. C'est cette image-là qui sera retenue contre votre mari. Et un jour, si on insulte votre mari, qu'est-ce que vous allez dire? Quand quelque chose ne va pas dans votre couple, vous allez avec votre mari doucement dans votre chambre, vous asseyez. Ah, mon chéri, vraiment, il y a telle chose qui n'a pas été aujourd'hui. Il ne peut que te dire pardon. Au début, il peut dire, oh, je m'en fous. Et puis après, il vient s'agenouiller. Pardon, ma chérie. Et ça se passe dans votre chambre, personne ne sait. L'humilité, en tout cas, ça suscite l'amour, même si le monsieur ne vous aime pas tellement ou ne vous aime plus tellement. Il y a des gens qui se marient sans tellement s'aimer, mais avec le comportement de la femme, ils tombent amoureux, ils sont toujours en train de parler de leur femme. On dit, celui-là, sa femme lui a donné quelque chose, alors qu'il n'en est rien, en fait. Et une femme qui est vraiment attachée au Seigneur, même quand ça va mal, elle ne fait que fléchir les genoux, elle ne va pas se battre avec son mari. Vous avez écouté les conseils? Ah oui, je me suis abreuvée ce jour-là, ce 2 jours au conseil de Regina Yaou. Aujourd'hui encore, je réécoute avec beaucoup d'émotion ce qu'elle a pu nous dire, évidemment. C'était un extrait, hein, parce qu'on l'a reçu pendant un entretien assez long. Elle a parlé de sa carrière, comme on a pu le voir, de son inspiration, de ses sources d'inspiration, etc. Et pour parler donc de cette femme brillante, nous avons sur ce plateau le président de l'AECI, donc l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, M. Eti Maker. Bonjour, M. Maker. Bonjour, M. Maker. J'imagine que c'est un grand désarroi depuis ce vendredi pour la famille des écrivains et tous les amoureux de la culture en général en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Le mois est grand, c'est une grande émotion. Nous sommes sous le choc et nous essayons de dominer cette émotion-là. Alors, vous avez prévu donc des activités concrètes à votre niveau? Oui, pour le moment, nous attendons donc le programme des obsèques. Et puis, évidemment, nous allons organiser un hommage à l'Élysée disparue. Regina Yaou, c'est quand même plus de 40 ans de présence sur la sphère littéraire. C'est une grande dame au talent incontesté, incontestable. Elle a plus de 31 ouvrages. Ce n'est pas rien. Donc, nous attendons patiemment. Au moment venu, évidemment, toute la Côte d'Ivoire sera informée. Les écrivains de Côte d'Ivoire vont lui organiser un hommage mérité. Très bien, tout à fait. Vous l'avez dit, hein, c'était l'une des plus fécondes en matière d'ouvrage et d'écriture ici en Côte d'Ivoire. Vous avez eu à la côtoyer, bien évidemment, puisque vous êtes écrivain et que vous travaillez très souvent ensemble. Qu'est-ce que vous retenez de la dame, de son caractère, on va dire, de Regina Yaou? Le caractère, l'être humain, bien bon, comme toute personne, elle est connue comme une personne très gentille, disponible, au commerce facile. Mais en même temps, comme toute personne, elle a ses défauts. Mais en gros, Regina, quelle que soit la situation, elle est prête à pardonner, à se réconcilier avec tout le monde. Dans le milieu, elle est appréciée de tous. Sur ce point, il n'y a rien à dire. Et au niveau donc littéraire, elle laisse une empreinte indélébile. Regina Yaou, c'est la passion, c'est la pugnacité, la ténacité, vraiment des univers dans lesquels elle nous fait voyager. Et ça a influencé, bien sûr, de nombreuses générations d'écrivains. Bien sûr, sur le plan littéraire, elle est une référence. Tenez-vous bien, en 89, lorsqu'elle a écrit Les Zoumari, les écueils de la vie, sur un plateau de télévision, un critique littéraire a descendu l'œuvre. Et donc, si c'était un autre écrivain, c'était la fin. Mais à partir de cette expérience, Regina s'est ramassée, elle s'est relevée, elle est partie en force d'un ouvrage à un autre. On sentait qu'elle avançait. Elle a eu un parcours incroyable. Plus de 30 livres. Elle s'est essayée presque à tous les genres. Au niveau du récit. Polyvalence. Voilà, le roman, la nouvelle, le thriller, surtout le thriller en Côte d'Ivoire, c'est pas un genre qui est bien pratiqué, Opération Fournaise, mais aussi dans l'Antre du Loup. Et sur ce point, elle a véritablement excellé. Et moi, elle m'appelait Eti Maker, le spécialiste de Regina.
parce que j'ai lu presque toutes ses œuvres et j'ai fait des papiers sur ces œuvres-là. Exactement. Vous parlez de son parcours, justement, vous l'avez dit, il est formidable parce qu'elle publie sa première nouvelle, donc la première nouvelle, La Citadine, est publiée en 1977, alors qu'elle est encore sur les bancs. Oui, en 1977, elle était au lycée technique. Bon, La Citadine, c'est le fruit d'un concours. C'est une nouvelle, mais la nouvelle n'a pas été éditée. Elle a écrit une nouvelle, elle a remporté le prix, mais la nouvelle n'a pas été éditée. Et c'est à partir de cette nouvelle qu'elle a été connue du grand public. Elle était très jeune. Et Regina, c'est ce refus-là de s'enfermer dans le genre, dans les querelles de genre, de s'affirmer en tant que femme, mais de respecter l'homme. Et ça se voyait aussi dans ses écrits. Dans l'extrait, là, tout à l'heure, on a vu les conseils qu'elle donne aux jeunes. C'est vraiment un modèle pour les femmes et aussi pour les hommes. Oui, bien sûr, elle a de l'expérience avec une telle carrière. Elle est née quand même en 1955, donc elle a eu le temps d'accumuler des expériences et cela se voit à travers ses œuvres, des conseils aux hommes, des conseils aux femmes. Chacun y trouve en tout cas ce qu'il recherche. Cette plume, elle a guéri. Et puis au niveau des thèmes, généralement, les gens tournent autour des thèmes en rapport avec la vie des couples. Mais Regina visite le paranormal, le surnaturel et même la politique à travers des œuvres comme Coup d'État et Opération Fournaise, qui est véritablement la référence au niveau des thèmes politiques. Vous l'avez dit, elle parlait beaucoup de surnaturel, notamment dans les souris de Simakous, ou encore Histoire si étrange, volume 1, volume 2. Alors, vous parlez de son œuvre, justement, si vous deviez élire l'œuvre qui vous aurait le plus marqué. Bon, incontestablement, bon, les gens, la plupart des gens aiment bien les Zoumari et les écueils. Ah, moi, j'aurais dit Ahuyanka. Surtout les femmes, elles plaisent beaucoup. Moi, c'est les écueils, moi, franchement. J'aime Opération Fournaise. Oui. J'aime Opération Pour Fournaise. Le côté strieur, le côté oui, c'est que il y a la trame politique et puis au-delà de cela, il y a l'actualité et elle profite pour passer en revue beaucoup de thèmes en rapport avec notre pays. Alors, je profite de l'occasion de vous avoir sur ce plateau pour vous poser la question suivante. Pourquoi nos auteurs ne sont pas mis en scène, mis à l'écran de plus en plus dans nos pays, alors que sous d'autres cieux, c'est monnaie courante? Par exemple, j'imagine qu'il y a tellement de la matière par rapport à mettre en scène, à faire un film avec des écrits de Regina ou de tout ce que la Côte d'Ivoire produit. Oui, mais la décision ne doit pas venir des écrivains. Ce sont les cinéastes qui doivent prendre la peine de lire les œuvres et choisir les œuvres qui correspondent à leurs ententes. Sinon, les écrivains sont disponibles. Vous, en tant que président, est-ce que vous avez cette démarche dans un coin de la tête? Franchement, non. Dernièrement, à un festival de livres à Grand Laou, nous avons invité, comment il s'appelle, Kalou, un acteur. Guy Kalou. Voilà, Guy Kalou qui a fait un brillant exposé sur le rapport en littérature et cinéma. Et ce jour-là, effectivement, on a pris des engagements. On leur a dit, bon, on va vous proposer les livres pour que vous les lisiez. Vous savez, un livre aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, à partir de là, on a pris cet engagement-là. Sinon, sincèrement, je n'avais pas cela comme un projet. Mais je pense qu'à partir de ce contact, les choses vont aller un peu plus vite. Je sais que récemment, il y a les phrases des Bintou d'Amadou Koné qui étaient censées, donc le livre était censé être mis en scène. Je ne sais pas où ça en est, j'espère que le projet avance en tout cas. Il y a un projet merci beaucoup, Monsieur Macaire. Merci d'avoir pris de votre temps. On sait que vous allez, vous êtes très occupé d'ailleurs aujourd'hui. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre invitation. Oui, merci beaucoup. Merci aussi d'être parmi nos premiers invités dans cette nouvelle saison de Matin Bonheur. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Il est 6h58 en Côte d'Ivoire. Dans quelques secondes seulement, un volet publicitaire. Le temps pour nous de faire un peu le récapitulatif. Comment on dit? Récapitulatif. Merci de cette émission. Nous avons, j'ai fait exprès de me tromper pour voir un peu s'il va suivre. Donc, on a commencé l'émission tranquillement depuis 5h55. Réalisation, bien sûr, Christelle Akoussa et Soro Félicité. Et puis, on a le grand plaisir d'être encadré par notre rédactrice en chef, Kadi Fadiga. Dans quelques instants, on va parler avec beaucoup de plaisir économie, parce que vous savez que c'est le thème qui s'arrime donc à la journée du lundi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème assez clair, Eva, c'est la gestion des entreprises, le cas des PME. On a beaucoup à dire là-dessus et notre invité, bien sûr, ce sera Monsieur Kouadio. Monsieur Kouadio, qui va nous parler un peu de tout ce qu'il faut pour avoir une PME en bonne santé. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est le retour, c'est la reprise et vous avez raison. On se retrouve juste après ça.
L'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD, organise la première édition de la grande caravane de sensibilisation pour dire stop au mauvais usage des ouvrages d'assainissement et de drainage. Du 18 octobre au 20 novembre 2017, dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Vaillante population, autorités administratives, opérateurs économiques, vous êtes conviés à des moments d'échange et d'information qui auront lieu du 28 octobre au 20 novembre à Korogo, Ferké, Boaké, Yamsokro, Daoukro, Abengrou, Daloa, Mans et San Pedro. Pour tout renseignement, contactez-nous au numéro suivant ou sur onad.ci. ONAD, agir pour un cadre de vie assaini. Le jour de la paix. Mercredi 15 novembre à 9h. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille. Le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Vous recevrez gratuitement le mouchoir blanc de la paix au Cénacle du Saint-Esprit, à Djamé Carrefour Renault et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Entrée gratuite. La thématique s'invite également à présent dans votre matinale. Monsieur Kouadio est installé. Il sera question de gestion des entreprises, cas des PME. Parce qu'on le sait, hein, on invite les jeunes notamment à l'entrepreneuriat. C'est bien beau de créer une entreprise, mais c'est encore plus beau de la faire vivre et survivre, qu'elle soit rentable. Il sera donc question de tout cela. Quand on parle d'entrepreneuriat, on est tous tout contents de créer une entreprise. On ne sait pas toujours comment la gérer. Bien souvent, on ne le sait même pas. On compte sur le bon Dieu, mais là, Dieu merci, il a envoyé, le bon Dieu bien évidemment, Monsieur Kouadio sur ce plateau pour vous donner pas mal d'informations. Bonjour Monsieur Kouadio. Bonjour. Il va éclairer nos lanternes. Hein. Alors, j'espère. D'abord, pour se mettre sur la piste, c'est quoi une PME? Et c'est quoi une entreprise? C'est un basique, on a l'impression parfois qu'on sait, mais il faut penser aussi aux plus jeunes qui nous regardent. Et voilà, il faut leur donner ces informations. Absolument. On va commencer par dire qu'est-ce que c'est que l'entreprise elle-même. L'entreprise, c'est une organisation qui va combiner des facteurs de production, facteurs humains, facteurs financiers, facteurs matériels, c'est-à-dire les hommes, l'argent et le matériel pour mettre sur le marché un produit ou un service pour satisfaire les besoins des consommateurs dans le but de réaliser un profit. C'est ça. OK. Alors, vous savez, on est en télé, on va mettre un peu l'eau à la bouche des gens. Là, c'est la première étape. Voilà. Merci beaucoup pour l'information. Le temps pour les téléspectateurs de prendre leur calepin, le jingle, et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Alors, on vient d'avoir la définition donc, de l'entreprise. On comprend bien la différence entre une association caritative, par exemple, qui n'est pas destinée à faire des profits, et l'entreprise qui est destinée à faire des profits. À partir d'un produit ou d'un service qu'on décide de mettre sur un marché pour satisfaire les besoins des consommateurs. Très bien. Ça, c'est l'entreprise. Et les entreprises vont partir de la toute petite entreprise, la vendeuse de Bofloto, à la très grande entreprise, l'entreprise multinationale. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, bon, ici chez nous, si on s'en réfère aux éléments du fisc, la petite entreprise, la moyenne entreprise, c'est elle qui va réaliser un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions, entre 0 et 100 millions de francs CFA. Jusque-là, on est moyenne entreprise. Voilà. On est petite, on est moyenne entreprise. D'accord. Alors là, ça c'est dit. Maintenant, c'est quoi la gestion? Bien. Gérer, c'est quoi une entreprise? Voilà. Gérer une entreprise, gérer une petite, moyenne entreprise, ça consiste en quoi? Ça se décline comment? Très bien. Dans l'introduction tout à l'heure, il y a Eva qui a dit il faut créer. On invite les gens à créer, à créer. Elle crée beaucoup. Et puis, mais il faut faire vivre l'entreprise une fois qu'elle est née. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez que dans la toute petite entreprise, ça va être très difficile parce que dans la grande entreprise, on va avoir une multitude de facteurs sur lesquels on peut jouer. Dans la petite entreprise, vous allez voir que parfois, l'individu, il est seul. Il doit tout faire. Et ce n'est pas facile du tout. Donc, il doit avoir des dispositions qu'il doit prendre pour que son entreprise vive
et que ça puisse contribuer lui-même à assurer sa vie. Alors, pour répondre à votre question, la gestion, c'est quoi? Je dis c'est une combinaison de facteurs. Une combinaison de facteurs humains, de facteurs financiers, de facteurs matériels, dans un équilibre. Je vais vous donner un exemple. Au village, par exemple, nos mamans avaient l'habitude de préparer sur des trépieds. Voilà, il y a trois... S'il y a un des trépieds qui est déséquilibré, vous voyez que toute la marmite se renverse et plus personne ne mange, tout le monde a faim. C'est comme ça l'entreprise. Si on n'équilibre pas les finances, les hommes et le matériel, alors tout est foutu, on va carrément à la faillite. Alors, quand on parle de... Pardon, d'hommes, bien évidemment, c'est les ressources humaines, ce sont les personnes physiques qui vont y travailler. Les finances, c'est l'argent. Quand vous parlez de matériel, de quoi vous parlez? Le matériel, voilà, là, les tables, les machines, les ordinateurs, les gradins, enfin, tout ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser l'objet social de l'entreprise. Alors, nous allons, pour gérer, on va saucissonner. La gestion, c'est une combinaison de facteurs. C'est des piliers. C'est des piliers. OK. Mais vous allez voir que dans la gestion, il y a la planification. Planifier, c'est prévoir. C'est un grand problème pour nous en Afrique. C'est un grand problème pour nous en Afrique. Même dans les plus grandes instances. Même dans les plus grandes instances. Vous voyez, là, parfois... excusez-moi, là, par exemple, nous sommes en quoi? On est en novembre. Nous sommes en novembre. Oui. Toutes les plus grandes villes du monde, dans tous les endroits, on a déjà à l'esprit Noël. On est déjà dans Noël. Nous, on va attendre le 22 décembre pour faire quelque chose. Parfois même le 24 décembre. Le 24 décembre à 16h. Même le 25 le matin. Ou bien le 26 pour demander pardon. Franchement... Voilà. Il faut planifier. Et dans cette planification, on va distinguer plusieurs types de planification. La planification stratégique qui va au-delà d'un an, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir imaginer son entreprise, sa toute petite entreprise-là. Il faut avoir une vision et dire dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que sera mon entreprise? À partir de cet instant-là, vous voyez que vous allez mettre en œuvre une batterie d'actions pour pouvoir atteindre la photographie que vous vous êtes faite pour les 5 ans. Donc, la planification stratégique, puis il y a la planification opérationnelle qui cadre généralement sur 1 an. Et là, on va dire, qu'est-ce que je vais faire cette année pour atteindre les objectifs que je me suis fixés? Vous allez voir que cette planification opérationnelle va faire appel au directeur financier, au directeur technique, au directeur commercial. Qu'est-ce qu'il doit faire au jour le jour? Tel mois, qu'est-ce que le directeur financier doit faire? Qu'est-ce que le directeur technique doit faire? Qu'est-ce que le directeur commercial doit faire pour qu'on puisse atteindre les objectifs? Donc, c'est fixer des objectifs à toutes ces personnes même. Pour atteindre un objectif commun. Pour atteindre un objectif commun. Et puis, il y aura la planification tactique. C'est-à-dire, ce matin, on a tout planifié. Et puis, M. Govoy, il n'est pas là. Pour une raison ou une autre. Mais je pense que la directrice va être vraiment gênée. Mais il faut qu'elle prévoie quelqu'un qui puisse animer l'émission. Je prends le cas de vous deux. Vous n'êtes pas là ce matin. On fait quoi? Les Ivoiriens, et ils attendent leur émission. Donc, la directrice a un problème à gérer. Donc, cette planification tactique-là doit être toujours une constante dans sa vision. Vous voyez, la planification stratégique, la planification opérationnelle, la planification tactique de tous les jours. C'est le premier pilier. C'est le premier pilier de la gestion de l'entreprise. De l'entreprise. Alors, vous comprenez que ça va devenir très difficile pour une PME parce que la petite et moyenne entreprise se crée à partir d'une idée, d'un concept, et je suis seul. Et puis, je n'ai pas les capacités pour prévoir, pour faire cette planification stratégique, pour faire cette planification opérationnelle. Et puis, même si je fais l'opérationnalisation de mes activités, est-ce que j'ai les hommes qu'il faut? Et ça devient très compliqué. Le deuxième pilier de la gestion, ça va être l'organisation. Ah oui. On a prévu. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour atteindre l'objectif. Il faut qu'on s'organise. Et comment on va s'organiser? Il faut trouver les moyens financiers. Il
faut trouver les hommes, il faut trouver le matériel pour mettre sur le marché le produit ou le service. Où sont ces hommes? Où est ce matériel? Est-ce que le matériel n'est pas dépassé, il n'a pas vieilli? Est-ce que mes hommes sont compétents? Est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour conduire tout ça? Et je rappelle que ce que vous dites là, oui, c'est vrai que c'est autant valable pour une entreprise, oui, mais que même pour la vendeuse de Bofloto. Parce que quand je vous vois, quand je vous entends, je me dis que même la vendeuse de Bofloto, le matériel, la manière de vendre, l'endroit où on va vendre, tout ça, ça compte. Ça compte, c'est important. Tout ça, ça compte. Alors, vous voyez parfois, je suis sûr que des gens sont venus vous voir, oui, telle affaire, non, ça marche, ça marche. Vous leur donnez l'argent. Demain, ils viennent dire non, ça n'a pas marché. Exactement. Vous voyez ça? C'est parce qu'on n'a pas planifié et on n'est pas organisé. Donc on revient sur l'organisation donc? Oui, on en était sur l'organisation. Ok, on a prévu les moyens. On suppose que tout est bien fait, tout est bien organisé. On a trouvé les moyens, on a trouvé les hommes, le matériel adéquat. La bonne localisation. La bonne localisation, tout ça. Maintenant, il faut diriger. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Bon, tout est difficile, hein? Mais la direction, ça va être au jour le jour. Comment faire évoluer tout ça de manière harmonieuse, de telle sorte que certains paramètres n'avancent pas plus vite que les autres. Je donne un exemple. Vous voulez faire du Bofloto, et puis vous avez 1 million de francs. Inévitablement, vous allez faire du gaspillage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Bofloto, quand vous le faites, les gens l'achètent cash. Donc, on n'a pas besoin d'un fonds de roulement aussi important. Sauf si vous me dites que je fais le Bofloto pour le vendre à une cantine, à un internat, à chose. Donc, la bonne dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme on vous a donné 1 million, elle va prendre 900 000 francs pour acheter des pagnes, des chaussures, des bijoux. Et puis, c'est seulement 100 000 francs qu'elle va consacrer à l'activité. Donc, inévitablement, il y a gaspillage. Or, il faut éviter le gaspillage. Ça. Et dans les PME, il y a beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage. Donc, le directeur... Dans les PME seulement? Non. Je pense que dans certaines grandes entreprises aussi. Hein, merci de le préciser. Il y a beaucoup de gaspillage. Donc, ce que nous disons, c'est valable pour la toute petite, la moyenne et la grande entreprise. Mais le coefficient de difficulté est multiplié par 2, par 3, par 4 lorsqu'on se retrouve seul à conduire une entreprise. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Bon, peut-être qu'il me suit ce matin. C'est quelqu'un qui peut devenir un très grand entrepreneur, mais il est tout seul. Techniquement, il est très bon. Mais au niveau de l'organisation, c'est un désordre total. Il ne peut pas. Alors, quand il a 2 commandes, 3 commandes, 4 commandes dans la journée, il court partout. Et à la fin de la journée, il n'a pas pu satisfaire une seule commande correctement. Il est partout et nulle part. Il est partout et nulle part. Mais quand on lui propose... Problème d'efficacité. Voilà, il n'est pas efficace. Quand on lui dit, bon, il faut t'adjoindre des hommes, il dit, mais comment je vais avoir l'argent pour les payer? Mais quand vous êtes seul, vous n'arrivez pas à faire le travail. Il faut recruter des gens qui vont vous aider à faire le travail. Et puis vous allez gagner de l'argent et votre entreprise va continuer de vivre. Bien. Donc la direction, c'est comment suivre les hommes, comment suivre le matériel. Et surtout, savoir déléguer. Tout ça, ça fait partie de la délégation, du style de commandement, l'autorité de compétences, etc., etc. Et puis, le 4e niveau, on a vu la planification, on a vu l'organisation, on a vu la direction. Et c'est le contrôle. Le contrôle. Si vous n'avez pas planifié, vous allez contrôler quoi? Franchement. On contrôle ses objectifs, éventuellement. On contrôle les objectifs pour voir si on les a atteints. Les objectifs. C'est parce on a un carnet de bord. On a un carnet de bord, un tableau de bord, comme on le dit, et on surveille ces tableaux de bord. Mais vous voyez que les PME, généralement, ne tiennent pas de comptabilité. Ah bon? Non. Ils n'en tiennent pas. Ce n'est pas leur
Ce n'est pas leur business. Mais comment vous pouvez contrôler l'évolution de votre chiffre d'affaires, l'évolution de vos charges, l'évolution de vos finances, si vous ne tenez pas la comptabilité qui va vous informer de l'évolution de votre affaire. Monsieur Kouadio, c'est vrai que dans les PME, l'argent circule facilement. Oui. Parce que comme ce sont des petites entreprises, c'est de petits services dont tout le monde a besoin. C'est du cash. C'est du cash en fait, voilà. C'est pas des chèques qu'on doit encaisser. Donc c'est de l'argent qui rentre facilement en caisse et qu'on ne garde pas toujours pour réinjecter. On va prendre le cas de la dame par exemple qui vend les beaux flottos comme vous dites. Il y a sa nièce qui vient lui rendre visite. On cause tout ça, elle finit, elle prend dans la caisse, elle paye ton transport. Alors que c'est de l'argent de l'entreprise. Il ne doit pas sortir comme ça. Merci beaucoup de le dire, c'est l'argent de l'entreprise. Ce n'est pas son argent à elle. Qu'elle se fixe un salaire. Et sur ce salaire, qu'elle prélève de l'argent pour donner à sa nièce. Mais pas prendre l'argent de l'entreprise pour distribuer. C'est comme si, entre griffes, elle volait l'argent de quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une petite entreprise qu'on ne doit pas tenir la comptabilité a pour rôle d'informer sur l'évolution des affaires. Mais si vous n'avez pas cet outil-là, vous ne gérez absolument rien. Vous ne gérez rien. Vous faites, comme vous l'avez dit, bon, c'est la pagaille, quoi. Mais est-ce que... Bien. C'est vrai qu'on a les piliers, là, la planification, l'organisation, la direction, le contrôle. Mais moi, est-ce qu'on ne devrait pas revenir sur un point aussi très important, si vous le permettez, l'environnement? L'environnement. Elle a parlé, Eva, de la nièce. Oui. Ça peut être le système fiscal. Oui. Ça peut être la stabilité bancaire. Ça peut être la stabilité du pays. Oui. Ça peut être un problème d'insécurité. Oui. Tout ça, comment on intègre ça à tous ces piliers? C'est dans la planification. Lorsqu'on est en train de fixer ces objectifs stratégiques, on va tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Puisque je suis petit aujourd'hui, je suis à 100 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Dans 5 ans, je vais passer à 5 millions de chiffre d'affaires. Mais dans mon environnement, l'environnement bancaire, est-ce qu'il y a des banques qui vont m'accompagner? L'environnement politique, est-ce que si je m'installe à tel endroit, la mairie ne va pas venir me... Prélever des taxes intempestives. Non, les taxes encore, ça va. Intempestives, je dis. Bon, ok. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Moi, je ne le dis pas. Est-ce que la mairie ne va pas venir casser mon local? Est-ce que j'ai tenu compte du fait qu'on va aménager une route ici et que dans 5 ans, je serai toujours installé là? Donc, vous voyez que c'est dans la planification qu'on va prendre en compte tous ces facteurs-là. Absolument. C'est dans la planification qu'on prend en compte tous ces facteurs qui nous permettent. Et c'est ça qui va nous permettre d'opérationnaliser après, puisqu'on a tenu compte des risques, ceci. Donc, comme on connaît nos risques, on va dire, bon, OK, il y a tel risque, donc je fais ceci. Il y a tel autre risque, donc je fais ceci. Il y a tel autre, donc je fais ceci. C'est comme ça. Mais généralement, les PME qu'on crée, on les crée par rapport à un marché qu'on a vu quelque part. On dit, bon, il faut créer l'entreprise là. On va te donner tel marché. Non, on ne crée pas l'entreprise. C'est monnaie courante. Pour un marché précis. Pour un marché précis. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de passion. Justement, la question que je voudrais vous poser, c'est le choix de l'entreprise, le choix des services qu'on propose. Parce que vous le disiez tantôt, souvent on se lance dans une affaire parce qu'on dit « Ah, mais ça marche. Telle activité marche, on a des économies, on a de l'argent, on a envie d'entreprendre, on se lance là-dedans. » Comment identifier le secteur dans lequel on doit investir? Comment identifier l'activité qu'on doit mener? Le bon filon. Le bon filon. Le bon filon. C'est parfois le flair, c'est parfois l'observation. Je prends un exemple par exemple. Vous êtes à la Riviera Golf, puis vous voyez les servantes descendre tous les matins pour aller acheter du pain à la boulangerie. Puis vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Vous dites-moi, il y a combien de tours? Et si moi, j'allais à la boulangerie, prendre du pain et venir servir les gens qui sont dans les immeubles? Pour éviter le déplacement. Pour éviter le déplacement. Attention, l'émission est enregistrée, nous sommes en direct, on va vous piquer votre idée. Attention, c'est certifié, M. Kouadio. Voilà. Et puis, bon, comme ça, moi, la commission que le boulanger donne, ça devient mon argent à moi. Je viens de créer, j'ai une idée d'entreprise. D'accord. Ça, c'est l'idée. Mais je dois transformer mon idée en projet. C'est-à-dire me mettre là, faire un business plan, voir tous les contours.
qu'on a Combien cité de dans la pain, par planification. exemple, chaque famille consomme chaque voilà, matin. etc. Faire l'étude des marchés, faire tout ça. Et puis dire, bon, papa, tu me donnes l'argent, je commence. Ou bien je m'avais emprunté. Ou bien moi-même, j'ai des économies que je me lance là-dedans. OK. Donc, voilà un peu comment est l'idée. C'est-à-dire, au cours d'un voyage, observez, regardez, il y a toujours des besoins insatisfaits quelque part. Exemple. Hein. Oui. Je vous donne un exemple, Eva va confirmer. Hein. Oui. À Abidjan, par exemple, à partir d'une certaine heure, tout se ferme parce que les gens ont peur de l'insécurité. Oui. Donc, entre 22h et 6h du matin, il y a des services qu'on peut proposer, mais qui sont empêchés par... Les gens ont peur de se faire agresser, des braquages, tout ça. Et par exemple, à partir de 9h, on est obligé d'attendre pour manger du bon attiqué poisson. Il faut attendre à partir de 9h ou 10h. Voilà. Alors que donc depuis 19h la veille jusqu'à 9h, il y a tout ça. Il y a tout ça. Et donc, il faut quelqu'un comme je vais créer mon entreprise, ma PME, ma petite entreprise dans ça, c'est une idée. OK, je vais mûrir l'idée. Ça, on appelle ça comment? C'est une étude de marché? C'est un business plan. Ça, c'est un business plan. Le plan d'affaires. D'accord. Vous voyez qu'il y a des gens qui restent à la maison qui disent, Monsieur Kouadio, est-ce que vous pouvez faire un plan d'affaires? Je dis, mais comment je peux faire un plan d'affaires sans vous rencontrer, sans discuter des conditions, ceci et cela? Donc, c'est une idée. Mais on s'assoit, on dit, bon, OK, qu'est-ce qui empêche les gens de vendre la kéké et le poisson de telle heure à telle heure? L'insécurité. Mais comment moi, je peux prendre ces facteurs-là en compte pour que mon business marche? On va trouver nécessairement la solution. C'est ça à côté d'un commissariat. Encore que. Encore que. OK. Parce que le 24 heures sur 24 dans nos pays, surtout les pays francophones, le 24 heures sur 24 n'est pas encore ancré dans nos services. C'est parce que, bon, on pense que créer une entreprise, c'est la chose la plus facile. Maintenant, ce n'est pas la chose la plus facile. Et puis après, il faut gérer et la gestion va prendre en compte ces 4 facteurs. Mais comme je l'ai dit tantôt, le risque est multiplié par 4, par 5 lorsqu'on est seul, lorsqu'on est 2, lorsqu'on est 3. Parce que l'entreprise, la petite entreprise, c'est parfois l'entreprise familiale. Et les gens n'ont pas appris les techniques de gestion. On se lance au petit bonheur, la chance. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, bon, on recommence. Et on veut faire tout en vase clos. Même si c'est la famille, il faut appeler quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais qui connaît le domaine, le secteur. Qui connaît le domaine, qui va vous aider. Mieux, moi je dirais pour faire des propositions, c'est quoi? Aujourd'hui, je note qu'il y a beaucoup de chômage. Mais pourquoi on n'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école? Pourquoi on n'insère pas le programme? École primaire? À l'école, bon. Primaire même? Du primaire jusqu'à l'université, il faut que l'école apprenne aux gens à créer des entreprises. Et à les gérer. Et à les gérer. Ça, c'est fondamental. Ça doit être une matière. Ceux qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, qu'ils viennent prendre des cours. Il n'y a pas un âge pour apprendre. Parce que lorsque vous avez créé votre entreprise, c'est des fonds que vous avez engagés. Vous avez 1 million d'économies. Vous engagez ça dans une entreprise. Si ce n'est pas bien géré, vous perdez le million. Vous revenez à zéro. Ça, c'est quand c'est votre économie. Mais si vous avez emprunté à une banque, mais on vient tout ramasser chez vous. Hein. Exactement. La banque vient tout ramasser chez vous. Les échéances ne sont pas payées. Voilà. Donc, il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à planifier, il faut apprendre à organiser, il faut apprendre à diriger, il faut apprendre à contrôler. Mais on peut respecter tout ce que vous dites là. C'est-à-dire on peut bien planifier, on peut bien organiser, on peut bien diriger, on peut bien contrôler, et puis ça ne marche pas parce que le pays n'est pas stable. On fait quoi? On change de pays, d'où la délocalisation qui est de plus en plus de mise dans certaines... Bon, ça c'est dans les grandes entreprises. D'accord. Mais la petite entreprise, même quand il y a la crise, si on tient compte de votre projet, les gens mangent. Donc comment s'organiser pour que les gens mangent même en temps de crise? Il y a des projets même qui pourquoi ne pas se faire pendant la crise, protéger par ceux qui ont les armes en main pour dire, venez prendre du bœuf flotto, moi je vous donne du bœuf flotto, laissez les gens venir acheter. Donc il faut intégrer ça. Exactement. Il faut intégrer ça à la démarche. Monsieur Kouadio, oui. Comment faire face à la concurrence? Comment tenir face à la concurrence? Comment tenir face à la concurrence? Alors, moi, j'ai ma PME, je propose mon service. Par exemple, on a vu ce cas avec les cabines. Hein. Oui. Voilà, il est seul dans son quartier, il fait ce transfert, il fait ses appels, etc. On voit que ça marche. Il y a un deuxième qui s'installe, un troisième, un quatrième. Mais finalement, c'est compliqué. Comment tenir face à la concurrence? Voilà, Quelles sont les astuces? astuces? Parce que certaines heures, vous avez 150 000 maquis
Voilà, parce que par exemple. tout le monde s'adresse à la même clientèle. Et comment tenir face à la concurrence? Ça, c'est une très grande question qu'on ne peut pas... en 3 minutes, parce qu'il nous reste 3 minutes. Parce qu'il y aura toujours des gens... En affaires, vous aurez toujours des concurrents. Et toujours la concurrence. Alors, qu'elle soit loyale ou déloyale. Loyale ou déloyale, vous aurez ça. Alors, il faut lutter contre la concurrence par la qualité des services, de ces prestations. Or, la qualité des prestations, la qualité des produits dépend des hommes que j'emploie, dépend du matériel que j'ai, de l'accueil. On peut lutter par les prix que je pratique. Donc, j'ai la qualité, j'ai les prix, j'ai mon management. Ça me permet de lutter contre la concurrence. Si vous prenez 2 maquis, ils sont côte à côte. Mais pourquoi les gens viennent chez moi et vont... Bon, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On parle du mysticisme aussi. Donc, oui, voilà. D'accord. Okay. En tout cas, pour citer votre exemple, Marco, moi, par exemple, quand j'arrive, que je vais acheter du poisson, que je vois 2 dames en train de vendre du poisson, je vais tout de suite chez celle qui a le plus de clients. Parce que si je ne les connais pas, je me dis, c'est que c'est la meilleure, ce poisson est meilleur. Donc, tout de suite... Ça, c'est un comportement que moi, entrepreneur, je dois regarder. Je dis, mais quand elle vient là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qu'elle va là-bas ou bien quoi. Donc, si vous ne venez pas chez moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne vous comportez plus comme ça? Je dis, mais madame, ne perdez pas le temps, ne vous mettez pas en rang. Venez chez moi. Tout à fait. Moi, j'ai le même poisson, mais je vous donne ça moins cher. Et oui, donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kouadio. Oui, je rappelle donc avec vous, nous évoquions la gestion des entreprises, le cas des PME. On a parlé des piliers, on a parlé de planification, organisation, direction, contrôle. On a parlé également de tout ce qui entoure l'environnement de façon globale des PME. Vous êtes notre premier invité pour la thématique de cette rentrée. Vraiment, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Et puis, on souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, oui, Marco l'a dit, c'était la toute première émission de cette nouvelle saison. Saison donc 2017-2018. J'espère qu'elle vous plaira. On rappelle qu'à la réalisation, nous avons eu Christelle Akoussa, la rédactrice en chef, elle-même. Elle n'a pas changé, c'est Kadi Fadiga, que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver. De même que toute l'équipe de production. On va faire un coucou au directeur de RTI1, Monsieur Touré Sanga, qui est sur ce plateau et qui est venu nous faire un coucou. Qui nous apporte le croissant ce matin. Exactement, on espère bien. Oui, on espère bien. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Restez en notre compagnie parce que pendant toute cette journée, vous verrez pas mal de programmes de RTI1 faire leur rentrée. Restez bien sur notre chaîne. Allez, on va manger maintenant? On va manger, Marco. Allez, bonne journée à vous. Demain. Merci d'être là.